Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale des chaînes parlementaires consacrée à la conférence de presse de François Fillon, le candidat de la droite qui doit intervenir dans quelques minutes à son QG pour s'expliquer sur les différentes révélations qui gâchent son début de campagne présidentielle. Édition spéciale, dispositif spécial, nous aurons avec nous Sophie Normand, couturier en direct du QG de François Fillon, Ludovic Faux à l'Assemblée nationale pour les réactions en salle des 4 colonnes et Saveria Rojek au Sénat dans la salle des conférences. Avec moi sur le plateau pour en parler, nous allons recevoir Philippe Moreau-Chevrolet, communicant et président de MCBG Conseil, et Jean-Daniel Lévy, le directeur du département politique et opinion de l'Institut Harris Interactive. Avant d'écouter le candidat François Fillon, nous allons tout de suite rejoindre Sophie Normand-Couturier au QG du candidat. Alors Sophie, c'est une opération vérité à laquelle nous allons assister dans quelques instants. Oui, on savait François Fillon en train de préparer sa riposte. C'est donc finalement sous la forme d'une conférence de presse que le candidat de la droite à la présidentielle va donner sa vérité. Cela se passera juste derrière moi. Une conférence de presse d'1 heure qui commencera par une longue déclaration de François Fillon qui répondra ensuite à toutes les questions des journalistes et ils sont très nombreux dans la salle. Alors on assiste là clairement à un changement de stratégie de la part de celui qui il y a peu encore refusait de se livrer au tribunal médiatique comme il le disait lui-même, lui, qui demandait à ses soutiens de tenir 15 jours. François Fillon va donc tenter de reprendre la main dès aujourd'hui. Alors, va-t-il faire son mea culpa? Va-t-il choisir de contre-attaquer? Fera-t-il un geste symbolique concernant les sommes touchées par son épouse? Va-t-il rendre public des informations et des documents? En tout cas, selon son entourage, ce sera un moment de gravité. François Fillon va tenter de recoller les morceaux face à l'opinion publique, tenter de recoller les morceaux aussi devant son propre camp. Un François Fillon que l'on dit déterminé et offensif. Merci beaucoup Sophie. Et on repart tout de suite à l'Assemblée nationale où Ludovic Faux, on imagine que les parlementaires vont être très attentifs à cette conférence de presse de François Fillon. Oui, bien sûr, très, très attentifs, les parlementaires. Beaucoup d'ailleurs sont encore dans leur circonscription aujourd'hui. Tout le week-end, ils ont entendu les récriminations, la colère parfois de leurs électeurs. Alors évidemment, les parlementaires, les républicains vont écouter avec attention ce que François Fillon va leur dire, va dire aux Français, parce qu'il y a un véritable doute effectivement dans le camp même de François Fillon. Il y a encore quelques semaines, tout le monde considérait à droite que cette élection présidentielle, elle était imperdable. Aujourd'hui, à l'évidence, ce n'est plus le cas puisque plusieurs sondages montrent que la finale de l'élection présidentielle pourrait se jouer entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors évidemment, cette conférence de presse de François Fillon, elle va être décisive pour renouer évidemment le dialogue avec les Français, mais aussi pour rassurer son camp sur sa capacité à tenir bon, à être candidat jusqu'au bout et éventuellement à l'emporter. Après le désarroi de la semaine dernière dans les rangs des parlementaires de droite, certains aujourd'hui veulent croire finalement que François Fillon sera de toute façon candidat jusqu'au bout, car aujourd'hui aucun plan B n'a été trouvé au sein du parti Les Républicains, et certains commencent à dire qu'après tout, avec François Fillon, il y a peut-être maintenant 20% de chances de l'emporter, alors que sans lui, cette élection présidentielle est peut-être perdue. Donc on le voit bien, tout va se jouer cet après-midi pour François Fillon, qui réunira ensuite un conseil stratégique élargi et qui demain essaiera de convaincre les parlementaires convoqués à son QG qu'il est une bonne fois pour toutes et jusqu'au bout leur candidat, même si évidemment l'épée de Damoclès de la justice pèse et pèsera encore pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur le candidat Les Républicains. Merci beaucoup Ludovic. François Fillon a donc décidé de répondre devant la presse et les Français, une stratégie qu'il avait pour l'instant évitée, réservant ses déclarations à la justice, mais l'inquiétude dans son camp, on l'a entendu, l'a poussé à venir s'exprimer. Les raisons de ce choix par Fabien Recker. Dos au mur, François Fillon veut abattre sa dernière carte, une opération transparence sous la forme d'une conférence de presse, afin de reconquérir l'opinion et rassurer son camp. Des parlementaires LR de plus en plus inquiets et interpellés tout au long du week-end sur le terrain. Nous ne sommes plus audibles sur le terrain. Il y a un vrai malaise qui s'est installé parmi les électeurs et parmi les Français. Aujourd'hui, notre famille politique prend un risque majeur s'il n'y a pas une initiative qui est prise. En attendant les clarifications de François Fillon, la question du plan B a encore hanté la droite ce week-end.
Alain Juppé reste au centre de toutes les attentions. On garde comme point de départ la primaire, et c'est une fidélité qu'on doit aux électeurs de la droite et du centre qui se sont mobilisés nombreux. Celui qui, derrière François Fillon, si François Fillon est empêché, a le plus de légitimité, c'est Alain Juppé. Mais ce matin sur Twitter, le maire de Bordeaux ferme définitivement la porte à une candidature. Quand c'est non, c'est non. Après sa conférence de presse aujourd'hui, François Fillon réunira demain les parlementaires LR à son QG de campagne. Donc François Fillon, on l'attend d'ici quelques instants au podium, à son QG. Une conférence de presse qui est donc prévue pour une durée d'1 heure. On évoque un propos liminaire où François Fillon s'expliquerait pendant 30 minutes et ensuite où il répondrait aux questions des journalistes. On l'a entendu, lui qui a refusé au départ de se livrer au tribunal médiatique, va donc se plier à l'exercice, poussé, comme on l'a entendu dans le sujet, par ses partisans. Donc François Fillon qui doit rassurer son camp, rassurer également tous ces parlementaires qui, sur le terrain, ont eu des retours terribles ce week-end. À ce sujet, je vous invite à lire l'article de François Vignal sur publicsena.fr. Il a interviewé des parlementaires qui racontent le sentiment qu'ils ont eu sur le terrain. Donc on attend d'ici un moment à l'autre François Fillon qui devrait arriver. On évoque le chiffre de plus de 250 journalistes accrédités à cette conférence de presse. De nombreux journalistes étrangers également signent que l'affaire dépasse largement les frontières françaises. On va retrouver sur place Sophie Normand-Couturier, peut-être pour des nouvelles informations. Et oui Jérôme, et on attend ici François Fillon qui devrait donc prendre la parole au pupitre dans quelques instants. Ça se passera juste derrière moi. Tout le monde est prêt. Il y a évidemment, vous l'avez dit, beaucoup de journalistes. Les points de duplex sont en continu depuis quelques minutes déjà. François Fillon qui devrait donc s'exprimer pendant 1 heure. Cela commencera par une déclaration et puis nous verrons si François Fillon joue le jeu de répondre à toutes les questions des journalistes. C'est en tout cas un changement de stratégie pour lui qui refusait jusque-là de se livrer au tribunal médiatique. Il avait demandé à ses soutiens de tenir 15 jours. Il décide finalement au dernier moment, puisque nous l'avons appris dans l'après-midi, de tenir cette conférence de presse. 1 heure d'expression pour François Fillon. Fera-t-il son mea culpa? Va-t-il rendre public certaines informations? Va-t-il faire un geste symbolique en concernant les sommes perçues par son épouse? Eh bien, nous le verrons dans quelques instants. Merci beaucoup Sophie Normand-Couturier. Et sur le plateau, m'ont rejoint Philippe Moreau-Chevrolet, communicant et président de MCBG Conseil, et Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion de l'Institut Harris Interactive. Bonjour. Alors, ma première question sera pour vous, Philippe Moreau-Chevrolet. François Fillon a dû changer de braquet, venir s'expliquer face à la presse et aux Français. Oui, c'est un petit peu logique, parce que depuis le début de l'affaire, on attend des explications sur les faits. Et depuis le début de l'affaire, François Fillon fuit les faits. Il allume beaucoup de contre-feux. Il a commencé par dire que c'était une attaque misogyne contre son épouse. Ensuite, il a commencé à expliquer que c'était son épouse uniquement qui était concernée. Donc, c'était plus une affaire François Fillon, c'était une affaire Pénélope. Ça a été le couplet sur « Je défends ma femme est attaquée », etc. Et puis après, il y a eu le complot, où là, carrément, c'est l'État qui voulait abattre François Fillon. Tout ça n'est pas très raisonnable. Les électeurs de droite attendent quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est le moment peut-être de reconnaître une partie des faits et de réparer une partie de la faute pour pouvoir passer à autre chose. Jean-Daniel Lévy, il n'avait pas le choix, un décrochage dans l'opinion. Clairement, ses affaires, ça pèse sur sa candidature et il doit répondre pour tenter de remonter la pente. Il y avait urgence à agir. Il y avait urgence à agir parce qu'on voyait bien que d'une manière générale, la confiance qui était exprimée à son égard était une confiance qui était en baisse. On voyait bien également que quand nous on pose une question en parlant de François Fillon, la réponse était Pénélope Fillon. Et donc on voyait bien qu'il y avait une difficulté à pouvoir prendre la parole sur un certain nombre de sujets qui dépassaient le strict cadre de l'affaire. D'ailleurs, ce week-end, il n'a pas été en capacité à pouvoir être présent dans les médias ou pouvoir tenir un meeting, voire même organiser le déplacement à l'international qu'il avait prévu, notamment en Irak. Et puis enfin, en termes d'intention de vote, on voit bien que depuis quelques jours, il commence à baisser tendanciellement. C'est pas un décrochage brutal, mais c'est plutôt une baisse qui est une baisse continue qu'on peut mesurer à travers différentes approches, qui fait qu'aujourd'hui, certes, les sympathisants de droite ou les sympathisants a fortiori républicains ne sont pas majoritaires pour un retrait, mais qu'on a, en gros, 40% des sympathisants républicains qui disent qu'il faut qu'il y ait un autre candidat que François Fillon à la présidentielle. Philippe Moreau-Chevrolet,
Qu'est-ce qu'il doit dire, François Fillon, pour réussir à remonter la pente et de nouveau avoir la confiance des Français? Il faut qu'ils se reconnectent avec l'émotion des Français sur cette affaire, avec ce qu'ils en pensent. Et ce qu'ils en pensent majoritairement, c'est qu'il n'aurait pas dû payer sa femme, il n'aurait pas dû embaucher sa femme, que les sommes sont trop importantes pour être acceptables, ce n'est pas des niveaux de rémunération acceptables, et qui attendent au fond qu'il répare quelque chose. Parce que là, il a cassé l'élan de la primaire. Il a refusé d'admettre la réalité des faits qui lui étaient reprochés. On ne sait pas si le travail de Pénélope est fictif ou pas fictif. Ça c'est réservé à la justice. Tout le monde comprendrait qu'il s'en explique avec la justice. Mais le fait que François Fillon n'ait toujours pas reconnu la réalité du fait qu'il l'a employé, qu'il n'ait toujours pas l'air de se rendre compte de pourquoi c'est grave aux yeux des Français, ça c'est quelque chose qu'il peut réparer maintenant. En disant je comprends que c'est grave, je comprends que c'est beaucoup d'argent. Je voudrais m'adresser aux Français pour leur dire j'ai compris, voilà, d'une façon ou d'une autre. En 15 jours, il a fallu 15 jours pour qu'il organise cette conférence de presse. Il y a eu du retard à l'allumage dans l'équipe de François Fillon. Alors, il a eu une très mauvaise communication au départ, qui était inspirée peut-être par lui-même, parce qu'on nous suggère qu'il n'écoute pas grand monde, François Fillon. Il est un petit peu comme François Hollande, il est un peu bunkérisé, c'est l'expression qu'on emploie sur François Fillon. Et ensuite, il a commencé par nier la réalité. Enfin, en fait, il y a un sentiment d'impunité chez certains hommes politiques français, la vieille école, on va dire, qui est tellement fort que le temps qu'ils réalisent que, ils ont été mis en faute, ça arrive, voilà, même dans les parcours les plus exemplaires. Et ensuite, le reconnaître, ça met beaucoup de temps. Ouais. Et 15 jours de perdu dans sa campagne, c'est beaucoup. Hein. Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'une conférence de presse, ça a encore un impact sur l'opinion? Ou alors il va falloir un plan global de reconquête de l'opinion? Ça, peut-être que déjà, je pourrais vous répondre plus précisément à la fin de cette intervention de François Fillon. Ce qui est certain, c'est qu'il reprend un peu la main et que depuis ce matin, on se posait la question, va-t-il ou pas intervenir? Si oui, de quelle manière? On avait parlé d'un 20h. Conférence de presse, ça change un peu la nature des choses, le fait d'être en confrontation directe avec les journalistes et avoir cette processus d'interpellation qui soit un processus d'interpellation divers lui permet et lui offre la possibilité de pouvoir dire je mets tout complètement sur la table, et puis d'autant plus qu'on peut voir qu'il y a si ce n'est de nouvelles révélations, en tout cas, de nouvelles manières d'aborder les choses. Le journal Le Monde ce soir s'en fait écho. Il y a eu une interrogation sur des chèques qu'il a pu toucher depuis le Sénat, qui étaient des dimensions sur lesquelles il n'avait pas pu entièrement s'expliquer et qui faisaient que le socle de son rapport avec les Français, qui était « je suis honnête », était profondément attaqué. C'était un peu la clé de voûte de sa relation à l'opinion. Quand on voit les motivations de vote des électeurs au cours de la primaire, la première motivation de vote des électeurs à l'égard de François Fillon, c'est son honnêteté, et ça le distinguait et de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé. Donc cette clé de voûte était en train de s'abîmer, et avec une difficulté par la suite de dire dans un même élan, il faut un investissement de la part des Français, il faut qu'ils réduisent sur leurs conditions matérielles de vie au quotidien, il faut qu'il puisse y avoir un effort qui soit fait, et puis dans un même temps donner le sentiment que lui-même, lorsqu'il s'agissait de sa femme, lorsqu'il s'agissait de ses enfants, il pouvait non seulement les rémunérer, mais également les rémunérer de manière relativement nette et importante, indépendamment de leur composante. Donc il y avait un problème qui est un problème moral, entre guillemets, et puis un problème qui est un problème politique. En ce lundi, on sait que les députés qui sont présents en circonscription reviennent, et on sait que leur rencontre avec les électeurs ce week-end a été plutôt houleuse. Philippe Moreau-Chevrolet, le slogan de campagne de François Fillon, c'était « le courage de la vérité ». Il va en falloir du courage là, pour aller se livrer pendant 1 heure à cet exercice. Il se met face à la presse et il promet de tout dire. Oui, il faudra du courage. Le plus grand courage pour François Fillon a été quand même de se présenter à la primaire et puis de l'emporter. Ça demandait du courage quand on était François Fillon. Ça devrait être une formalité de reconnaître la réalité dans cet épisode-là. C'est la seule façon d'en sortir de toute façon. Après, le vrai courage, ça va consister à repartir en campagne. Et pour Pénélope Fillon, à accepter de porter cette affaire sur ses épaules parce qu'elle va toujours être perçue comme Madame 1 million, finalement, c'est un petit peu ça. Et les enfants, pareil, donc ça va être quand même compliqué. S'il l'emporte, ça veut dire qu'on va installer à l'Élysée une première dame qui est déjà attaquée, avec des enfants qui sont déjà attaqués, alors qu'on sait que le sport national consiste à attaquer le nouveau président et son entourage dès qu'il est élu. Donc c'est quand même un peu compliqué, oui. Et c'est pas possible de penser à un plan B. On a entendu des députés rappeler Alain Juppé, qui ont évoqué d'autres noms également. Et le plan B, il sera moins légitime que François Fillon, parce que François Fillon a été élu par 4 millions de personnes, enfin par une majorité de ces 4 millions. Donc le plan B sera forcément moins légitime. Et puis qui prendre? Alain Juppé, il a été refusé aussi pour des bonnes raisons. Il ne correspondait pas au cœur de l'électorat de droite. C'est compliqué, c'est pas une situation facile pour la droite. C'est pour ça que la plupart des électeurs espèrent malgré tout à droite qu'il va faire quelque chose et qu'il va réussir
à revenir sur ses pieds. Il a déçu tout le monde, François Fillon, parce qu'effectivement, son trait d'image dominant, c'était l'honnêteté. Et on se rend compte qu'il n'est pas honnête. Voilà. En fait, on se rend compte qu'il est comme les autres. Donc il va falloir surmonter ça. Et puis voter pour lui quand même quand on est un électeur de droite. Voilà. C'est plus embêtant d'ailleurs que le fait qu'il soit comme les autres, parce que lui a cherché à se distinguer des autres. Mais c'était sa seule donc distinction. C'était un des aspects qui leur... Hypothèse fiction. Si jamais c'était arrivé à Nicolas Sarkozy, je ne suis pas sûr que ça aurait fait un tel effet dans l'opinion. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas considéré majoritairement comme honnête. Et il n'en a jamais fait un des axes forts de sa spécificité en tant que telle. Là, c'était vraiment ce qui permettait de le distinguer aujourd'hui. Donc on voit bien la difficulté qu'il peut rencontrer. Et concernant le plan B, il y avait une forme d'injonction contradictoire. Attendez, je vous coupe parce que François Fillon prend la parole depuis son QG. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous et par-delà vous à toutes les Françaises et à tous les Français parce qu'une émotion légitime monte du pays. Je comprends les interrogations. Je comprends le besoin de me voir clarifier les choses. Et je vais le faire. Je vais le faire parce que je n'ai rien à cacher. Je vais le faire parce que je ne peux pas accepter les accusations infondées qui me prennent pour cible après 32 ans de vie politique, 32 ans sans aucun problème judiciaire, 32 ans d'éthique irréprochable. Je veux dire à tous mes compatriotes que pendant toutes ces années, j'ai œuvré pour mon pays sans jamais enfreindre la loi et sans jamais déroger aux valeurs qui sont les miennes. Aujourd'hui, candidat à l'élection présidentielle, je fais face à une attaque d'une violence inouïe, à ma connaissance du jamais vu sous la Ve République. Autant le dire avec force et d'entrée de jeu, c'est le candidat de la présidentielle de la droite et du centre qui est visé aujourd'hui et j'assume toutes mes responsabilités. Tous les faits évoqués sont légaux et transparent. J'ai été entendu pendant 4 heures par la police, Pénélope pendant 5 heures. Nous leur avons tout dit, nous avons répondu à toutes leurs questions. La réalité des faits, la voici. Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Elle a ensuite été la collaboratrice de mon suppléant. Elle est encore redevenue ma collaboratrice par la suite. Elle a donc occupé ce poste pendant 15 ans. Et ceci pour un montant moyen de rémunération mensuelle de 3 677 € net. Salaire parfaitement justifié pour une personne diplômée de droit et de lettres. Alors on brandit un montant proche d'1 million d'euros, annoncé d'un seul tenant, pour faire sensation, en oubliant de préciser que la somme est en euros bruts. Est-ce qu'on a déjà vu une rémunération présentée comme un cumul sur 15 ans ? N'importe quel montant brut présenté de la sorte peut devenir spectaculaire. Il n'y a que pour la famille Fillon qu'on se livre à ce genre d'exercice. De même, on qualifie cet emploi de fictif. Je vois et j'entends aujourd'hui tous les prétendus experts décréter ce que doit faire ou ce que ne doit pas faire un collaborateur parlementaire. Tous les élus savent bien que ce métier recouvre les tâches les plus diverses. Ils savent qu'il ne s'est jamais limité et qu'il ne peut pas s'arrêter à l'élaboration des lois dans des bureaux à l'Assemblée nationale à Paris. Et surtout, ils savent que ce métier est fait de tout un tas d'actions modestes, souvent accomplies par le collaborateur parlementaire dans l'ombre, parfois seul, et qui peuvent paraître anodines à certains, mais qui sont indispensables à la démocratie locale. Pendant toutes ces années, mon épouse a pris en charge ces tâches simples mais essentielles. C'est elle, avec ma secrétaire Sylvie Fourmont, qui a géré le courrier qu'on m'adressait. C'est elle qui a tenu mon agenda. Pour les événements locaux, les inaugurations, les manifestations sportives et culturelles,
les remises de décoration. C'est elle qui a travaillé sur mes interventions dans la Sarthe. Elle m'a représenté dans des manifestations culturelles locales. C'est encore elle qui a reçu et renvoyé vers les entreprises de la région les CV et les demandes d'emploi que les Sarthois m'adressaient. C'est toujours elle qui a traité les réclamations de ces derniers lorsqu'ils rencontraient des difficultés administratives. Et la liste de ce qu'elle a fait ne s'arrête pas là. Son salaire était parfaitement justifié parce que son travail était indispensable à mes activités d'élu. Ce travail, elle l'a poursuivi auprès de mon suppléant quand, après avoir été élu, je suis devenu ministre. C'est moi qui l'ai voulu. J'ai absolument voulu conserver le lien avec ma circonscription. Et c'est mon épouse qui a tenu ce rôle essentiel. Alors on dit, pas de badge d'entrée à l'Assemblée nationale égale pas de travail. C'est pourtant le cas d'un très grand nombre de collaborateurs qui travaillent en circonscription. J'ai lu, pas d'adresse mail personnelle égale pas de travail. C'est vraiment méconnaître la réalité du travail des collaborateurs. Je sais aussi qu'on a beaucoup commenté la phrase de mon épouse soulignant qu'elle n'avait jamais fait de politique. Je rappelle qu'un collaborateur parlementaire travaille dans le domaine politique, mais que c'est le député qui fait de la politique, parce que c'est lui qui est engagé. Ce n'est qu'aux dernières élections, par goût de la vie publique locale et non pas de la politique nationale, que Pénélope a décidé de devenir conseillère municipale de Solesmes. On s'appuie sur une ancienne interview en anglais, là aussi sortie de son contexte, dans laquelle elle explique qu'elle n'a jamais été mon assistante. Oui, elle n'a jamais été ma subordonnée. Elle a toujours été d'abord et avant tout ma compagne de travail et ma collaboratrice. Pénélope n'a jamais revendiqué de rôle dans la lumière. Elle a exercé dans la discrétion, refusant de parler à ma place, comme l'ont fait certaines épouses d'hommes politiques. Et aujourd'hui, on retourne cette discrétion contre elle et contre moi. Eh bien moi, je vous le dis, sa façon de faire était digne. Alors ne tirons pas d'une interview tout en pudeur un jugement qui détruit 30 ans d'engagement à mes côtés. Les faits encore. J'ai employé mes enfants, Marie et Charles, qui ont travaillé pendant 15 mois, en 2005 et 2006 pour Marie, 6 mois en 2007 pour Charles, comme collaborateurs parlementaires, pour un salaire mensuel net de 3 000 € en moyenne pour chacun. Rien n'était dissimulé. Tous les contrats de travail dont je parle sont strictement légaux. Les sommes perçues ont été strictement déclarées aux impôts, les revenus en découlant strictement imposés, et les montants des rémunérations strictement respectueux du crédit alloué à chaque parlementaire. Ce crédit, je veux vous le rappeler, lui permet de travailler avec qui il est le plus à même de réunir à la fois les compétences et la confiance nécessaires. Oui, mesdames et messieurs, tout cela était légal. Mais suis-je pour autant quitte sur le plan moral? Cette question éthique est si élevée, si essentielle, qu'elle me place face à ma conscience, et en réalité face aux Français, et à eux seuls. Ça n'est pas au système médiatique de me juger, c'est aux Français de décider. Le premier courage en politique, c'est de reconnaître ses erreurs. Collaborer avec sa famille en politique, c'est une pratique désormais rejetée par les Français. Ce qui était acceptable hier, à défaut d'être accepté, ne l'est plus aujourd'hui. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Comme beaucoup d'autres parlementaires, j'ai agi selon un usage, certes légal, mais dont il est clair que nos concitoyens ne veulent plus.
J'en ai d'ailleurs tiré moi-même les conclusions il y a plus de 3 ans, en cessant toute collaboration avec les membres de ma famille, contrairement à beaucoup de ceux qui, dans le théâtre politique actuel, me font la leçon. S'il faut réformer le système, alors réformons-le, dans son ensemble, en ouvrant le débat sur les conditions d'exercice du mandat de parlementaire et sur le fonctionnement de ses équipes. Je rappelle au passage que j'ai clairement indiqué, y compris en résistant à de fortes pressions de ma famille politique, que je ne rétablirai pas le cumul des mandats et que je soumettrai à un référendum la réduction du nombre de parlementaires pour leur donner en contrepartie, enfin, un vrai statut. On réclame la transparence. Je n'ai rien à cacher. Je vais publier sur Internet dans la soirée un tableau des rémunérations perçues par mon épouse, ainsi que ma déclaration telle que je l'ai transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique en décembre. Mon patrimoine se résume à ma maison dans la Sarthe, évaluée à 750 000 €. Je possède en outre 44% de la nue propriété de la maison de mon père au Pays Basque, pour un montant de 134 000 €. Et un tiers de la nue propriété de sa maison dans la Sarthe, soit 41 300 €. Je ne suis pas assujetti à l'ISF. Certains se sont amusés sur mes comptes en banque. Voyons donc cela dans le détail. Mon épouse et moi-même sommes mariés sous le régime de la communauté. Nous possédons 2 PEA, 2 comptes titres, 2 assurances vie, 2 comptes épargne logement, 2 plans épargne logement, 3 comptes courants, un compte joint, un compte espèces, un livret de développement durable et un livret A. Et comme je l'ai déjà dit, tous ces comptes sont au Crédit Agricole Anjou Maine, agence de Sablé-sur-Sarthe. Je le dis pour ceux qui perdraient leur temps à chercher ailleurs. Venons-en à ma société de conseil. J'ai exercé de 2012 à 2016 cette activité en toute légalité. J'ai donné des conférences dans de nombreux pays, publics, et j'ai conseillé des entreprises. Parmi elles, il y a l'assureur AXA, la société Fimalac, la Banque Odo. J'ai fait partie du conseil de surveillance du cabinet Ricol et Lasteri, puis j'y ai exercé en tant que senior advisor. La liste de mes clients ne comprend aucune entreprise russe, ni le gouvernement russe, ni aucun organisme de ce pays. Et toutes les conférences que j'ai données en Russie l'ont été à titre gratuit. J'ai toujours fait de la transparence une exigence. Quand j'étais Premier ministre, je n'ai cessé de resserrer les règles de la transparence et de la déontologie appliquées aux membres du gouvernement. J'ai encadré l'utilisation des avions de l'État. J'ai renforcé les règles sur les appartements de fonction des ministres. J'ai instauré la déclaration d'intérêt public pour les ministres. J'ai sanctionné des ministres pour des dépenses indues. Déjà injustement attaqué par le Canard enchaîné sur la taille de l'appartement de fonction que j'occupais à Matignon, j'ai fait visiter cet appartement par le député socialiste René Dosière, autorité reconnue sur les questions d'éthique. Et il a témoigné de ma bonne foi, démentant ainsi les mensonges du Canard enchaîné. Voilà, mesdames et messieurs, tout est sur la table. Maintenant, la transparence devrait s'appliquer à tous. Tout le monde doit être logé à la même enseigne et faire l'objet d'un traitement médiatique identique. Maintenant, le débat doit porter sur mon action politique et sur le projet que je porte. Tout le reste, c'est une opération destinée à détourner l'attention de nos concitoyens des véritables enjeux. Le but de cette opération, c'est d'effacer le choix des électeurs de la primaire, qui se sont affranchis du système en me plaçant en tête parce que je porte un programme de rupture et que je suis le seul à pouvoir mettre en œuvre. Je voudrais dire aux millions de Français qui m'ont choisi, au terme d'une campagne loyale, qu'on ne pourra pas leur voler leur choix. On ne les fera pas taire. Le système veut, comme pendant les primaires d'ailleurs, décider du résultat à la place des électeurs. Manifestement, mon programme dérange le désordre établi. Il est qualifié de conservateur
alors qu'il est le seul en rupture. On parle de casse sociale, alors qu'il est le seul à pouvoir redresser la France et redonner fierté aux Français. Le vrai danger, c'est de voir confier notre avenir aux dérives d'une extrême droite, portée par cette famille d'intouchables, du domaine de Montretout, ou à l'aventure d'une politique sans programme depuis des mois, composée d'un agrégat de personnalités fascinées par un gourou issu du système qu'il dénonce aujourd'hui. Ce que nous vivons actuellement, c'est la tentative désespérée d'organiser un face-à-face entre ces deux forces en présence. Est-ce que ça signifie que la gauche n'a plus de bilan à assumer? Comme si le retrait de François Hollande avait tout effacé comme une ardoise magique? La France n'a-t-elle plus de problème avec le terrorisme islamiste, alors que celui-ci maintient une pression et une menace permanente sur notre pays? N'y a-t-il plus de problème de chômage, de sécurité, de surendettement, d'excès de fiscalité, de charges, de pouvoir d'achat, d'éducation? Rien ne me détournera des vrais enjeux de cette élection présidentielle. Rien ne me détournera de ma volonté de redonner son rang à la France et aux Français des raisons d'espérer. J'ai été choisi par des millions de Français. Je ne suis pas le candidat d'un parti. Aucune instance n'a la légitimité pour remettre en cause le vote de la primaire. Voilà pourquoi, dès ce soir, j'annonce ici même que c'est une nouvelle campagne qui commence. Dès ce soir, je réunirai mon comité de campagne. Dès demain, je réunirai les parlementaires. Dès demain, je serai à Troyes avec François Baroin et jeudi à Poitiers avec Jean-Pierre Raffarin. C'est donc, mesdames et messieurs, avec une énergie décuplée et une détermination farouche que j'aborde les prochaines semaines de cette campagne où la France ne joue pas autre chose que son destin. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions, avec cette précision que je ne répondrai à aucune question concernant les procédures en cours. Il y a une enquête. J'ai indiqué que j'avais répondu pendant près de 5 heures aux enquêteurs. Ce n'est pas le tribunal médiatique qui me jugera. Mesdames et messieurs. Oui, Monsieur le Premier ministre, Christophe Jacubizine pour TF1, vous venez de présenter vos excuses aux Français. Est-ce que vous estimez néanmoins d'être toujours le meilleur candidat pour faire gagner votre camp, ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un handicap pour que la droite remporte l'élection présidentielle? Je suis le seul candidat qui soit en mesure de permettre à notre pays de mettre en œuvre un programme de rupture. J'ai interrogé les uns et les autres. J'ai écouté les jugements des Français. J'ai bien vu la réprobation qui concerne un grand nombre de nos concitoyens. Comment pourrait-il en être autrement après 10 jours de lynchage médiatique? Après 10 jours pendant lesquels seule l'accusation a eu la parole. Et quelle accusation? Je vous évite la liste de toutes les rumeurs. J'ai entendu récemment que, Premier ministre, j'avais fait classer ma maison au monument historique. Voilà, et je passe sur les autres. La vérité, c'est que malgré tout ça, une majorité de Français de droite souhaite que je porte mon projet de rupture. Parce qu'une majorité de Français de droite ne veut pas être confronté au choix entre M. Macron et Mme Le Pen. Entre un programme d'extrême gauche qui ne pourrait que ruiner la France et un programme qui ne comporte rien d'autre que des affirmations sympathiques et des dépenses nouvelles. Oui, je suis aujourd'hui le seul candidat qui peut permettre le redressement national. Et donc je vais mener ce combat. Et comme vous l'avez compris, peut-être que la violence des attaques contre moi a renforcé ma détermination. Et que la colère froide qui est en moi aujourd'hui va me donner encore plus de force pour défendre ces arguments. Monsieur Fillon, bonjour, Guillaume Darret, France 2. Vous avez dit le 28 août dernier à Sablé-sur-Sarthe, je vous cite, « Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable ». C'est vous-même qui avez prononcé ces mots. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de vos excuses que vous venez de faire aux Français, vous vous considérez toujours irréprochable et légitime pour demander aux Français les efforts que vous souhaitez leur imposer au vu de votre programme? Merci. Je vous l'ai indiqué, j'ai respecté la loi.
Je suis un parlementaire ancien. J'ai été élu pour la première fois en 1981. C'est vrai que j'ai peut-être mis un peu plus de temps qu'il n'aurait fallu à comprendre et à entendre les évolutions de la société sur les sujets dont nous parlons. Pour autant, je n'ai pas enfreint la loi. Je n'ai rien à me reprocher quant au respect de la légalité. Et donc oui, je considère que je suis aujourd'hui en mesure de mettre en œuvre un projet, y compris en ce qui concerne l'autorité du président de la République et de l'État. Alors après, vous me demandez, est-ce que je suis légitime pour demander des efforts aux Français? Mais ce n'est pas des efforts que je demande aux Français. Ce que je propose aux Français, c'est qu'il y ait un travail pour tout le monde. Ce que je propose aux Français, c'est qu'ils aient du pouvoir d'achat supplémentaire. Ce que je propose aux Français, c'est qu'ils soient en sécurité. Ce que je propose aux Français, c'est que la France se redresse. Ce que je propose aux Français, c'est de ne pas continuer comme aujourd'hui, dans une situation où on a 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, où on a presque 9 millions de personnes au seuil de pauvreté, où on a 2 millions de jeunes entre 16 et 25 ans qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas dans une formation et qui ne sont pas dans un emploi, où la lutte contre le terrorisme, manifestement, n'a pas été conduite avec toute la vigueur nécessaire, notamment en ce qui concerne la politique étrangère de notre pays. Je ne propose pas aux Français des efforts, je leur propose de redresser le pays pour que chacun ait une chance. Monsieur Fillon, bonjour. Michel Urvois, Ouest France. Avez-vous la conviction ou plus la certitude qu'aucune décision de justice ne viendra contrarier votre stratégie? Oui, j'ai cette certitude. Parce que je sais ce que j'ai fait, parce que je suis en accord avec ma conscience et parce que j'ai pratiqué la transparence totale vis-à-vis des enquêteurs. Je vous en prie. Bonjour, Elisabeth Martichoux, RTL. Monsieur le Premier ministre, est-ce que votre épouse Pénélope était au courant du premier au dernier jour de son emploi d'assistante parlementaire? Est-ce que lorsqu'elle dit et écrit, est-ce que vous confirmez que lorsqu'elle dit en 2007 « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari », elle veut dire « Je n'ai jamais été », elle ne veut pas dire « Je n'ai jamais été l'assistante parlementaire de mon mari ». Enfin, avez-vous songé, Monsieur le Premier ministre, à rembourser ces sommes? Comment peut-on imaginer un instant que mon épouse, qui est une femme intelligente, diplômée, responsable, ne soit pas au courant du travail qu'elle effectue pour moi? Comment peut-on imaginer un seul instant que mon épouse, qui a collaboré avec moi depuis près de 30 ans, principalement dans le département de la Sarthe et dans ma circonscription, puisse l'avoir fait à l'insu de son plein gré? Oui, mon épouse était au courant, et mon épouse est ma collaboratrice. Lorsqu'elle a fait cette déclaration, qui a été reprise dans une émission à charge, où on a sciemment pris des morceaux de phrases, retirés de leur contexte. Je rappelle que c'est une émission en langue anglaise, qui s'adressait à un public anglais, et au fond, le sujet de l'interview était « Je ne serai pas Cheryl Blair ». Je dois d'ailleurs vous indiquer que la journaliste qui a accompli cette interview s'est manifestée personnellement auprès de mon épouse pour lui dire à quel point elle était choquée par l'utilisation qui avait été faite des morceaux de cette interview. Pourquoi rembourserais-je des sommes qui correspondent au travail de ma femme? Je vous pose la question. J'ai dit tout à l'heure que je comprenais l'évolution de l'opinion sur ces questions, que je regrettais de ne pas l'avoir, au fond, compris plus tôt. J'ai dit tout à l'heure que je voulais participer à l'évolution du statut des parlementaires sans donner de leçons. Mais ma femme a travaillé. Et j'ai donné la preuve de ce travail. Elle a donné la preuve de ce travail. Et donc il n'y a, de ce point de vue pour moi, aucune question. Bonjour, Aurélie Herbemont, Europe 1. Vous avez dit la semaine dernière qu'il y avait un coup d'État institutionnel. Est-ce que vous maintenez ces accusations? Et est-ce que dans ce contexte, vous avez confiance dans la justice? Bon, on ne peut pas ne pas se poser de questions. Une campagne de presse d'une violence inouïe, orchestrée pile au moment où je suis désigné
à la primaire de la droite et du centre, c'est-à-dire au moment même où, au fond, la droite ne peut pas avoir d'autres candidats crédibles. Une enquête ouverte par le parquet financier, qui n'est sans doute pas compétent pour le faire, en 24 heures. Et pour finir, la violation du secret professionnel cet après-midi dans un grand quotidien du soir. Je rappelle que nous sommes dans une enquête préliminaire, ça veut dire que seuls les enquêteurs de la police et les membres du parquet national financier ont accès aux procès-verbaux, pas les avocats. Donc nous sommes bien en présence d'une violation du secret professionnel de la part de personnes chargées de l'enquête qui sont toutes nommées par le gouvernement. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui comprennent qu'il y a pour le moins un trouble dans le déroulement de ces événements. Bonjour Monsieur Fillon, Hélène Salvi de Mediapart. Vous avez déclaré aux 20h de TF1 le 26 janvier avoir embauché votre femme à l'Assemblée nationale à partir de 1997. C'était 2 jours après les premières révélations du Canard enchaîné. J'imagine que vous aviez déjà pu parler avec vos équipes à ce moment-là. Et vous avez également ajouté qu'avant, elle travaillait avec vous bénévolement, ce sont vos mots, depuis 1981, depuis votre premier mandat dans la Sarthe. Or, nous avons appris quelques jours plus tard qu'en fait, ces premiers contrats de travail remontaient en réalité à 1988. Ma question est assez simple, est-ce que vous avez menti au JT de TF1 et si oui, pourquoi? Vous êtes de Mediapart, c'est ça? Voilà. Moi, je n'ai jamais eu de redressement fiscal, je vous le dis au passage. S'agissant maintenant... Ben oui, il y a des choses parfois qui doivent être dites. S'agissant de la question que vous posez, je vais vous dire une chose. Jamais je n'aurais pu imaginer d'être accusé sur ce sujet. Je suis honnête. Et c'est la raison pour laquelle cette accusation m'est tombée dessus comme un coup de tonnerre. Oui, elle m'a mis un coup dans l'estomac. Oui, toute la semaine dernière... j'ai été déstabilisé par cette accusation, justement parce que je ne pouvais pas un seul instant l'imaginer et m'y attendre. Et donc oui, mes réponses ont été imprécises. Il m'a fallu, madame, 5 jours pour obtenir toutes les fiches de paie de mes collaborateurs de l'Assemblée nationale, quand manifestement certains organes de presse les ont déjà. 5 jours pour voir la réalité des choses. Voilà. Oui, mon épouse a travaillé pour moi depuis le début. Oui, elle a commencé à être rémunérée en 88. Vous voyez, dans ma réponse, je faisais confiance aux chiffres du Canard enchaîné. C'était les seuls dont je disposais. Depuis, j'ai refait, après 5 jours d'investigation, l'ensemble du parcours professionnel de mon époux. Je rappelle que ce sont des dates qui ont 20 ou plus de 20 ans. Et je publie cet après-midi sur mon site internet la totalité des contrats de ma femme avec les dates et avec les montants des rémunérations. Bonjour, Thierry Arnaud de BFM TV. Vous faisiez allusion aux publications par Le Monde d'extraits cet après-midi. Selon ces extraits publiés, votre fille a été employée essentiellement, c'est ce que vous auriez déclaré, à vous préparer à la rédaction d'un livre, et votre fils à faire campagne pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous confirmez ces déclarations? Est-ce que si c'est le cas, elles entrent dans le travail d'un assistant parlementaire dans ce cadre? Alors on va parler du travail des assistants parlementaires. Ah pardon, vous n'aviez pas fini. J'avais une deuxième question, si vous permettez, concernant une autre affaire que vous n'avez pas mentionnée, qui a été citée ces derniers jours, qui concerne des reliquats de rémunération d'assistants parlementaires au Sénat, qui vous auraient été rétrocédés par des chèques à concurrence de plus de 20 000 euros. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que si ça a été le cas, vous considérez que c'est légal ou que c'est indu? Alors sur le deuxième sujet, sur celui que vous venez d'évoquer, ce sont les pratiques de la vie politique dont je vous parlais dans mon propos préliminaire, qui sont très anciennes, qui ne sont plus aujourd'hui acceptées des Français, je m'en rends compte. Est-ce que je suis à l'origine de ces pratiques? Non. Est-ce que je suis poursuivi aujourd'hui pour ces pratiques? Non. Est-ce qu'elles doivent cesser? Oui. Et c'est ce qui me motive à proposer à nos concitoyens la mise en place d'un vrai statut renouvelé de l'élu totalement transparent. Maintenant, je vous réponds sur mes enfants. Mon fils n'a jamais participé à la campagne présidentielle. J'ai indiqué aux enquêteurs qu'il avait constitué des bases documentaires pour me permettre de préparer le projet politique qui a été le nôtre et pour me préparer à être pendant 5 ans Premier ministre, notamment sur les questions institutionnelles. Quant à ma fille, elle a travaillé sur beaucoup de sujets, mais en particulier
sur la base documentaire permettant d'écrire ce livre. Et ça me donne l'occasion de faire une mise au point sur le travail des collaborateurs parlementaires. Il y a dans notre pays, je vous le rappelle, une séparation des pouvoirs. Personne n'a le droit, je dis bien personne n'a le droit de juger du contenu du travail des attachés parlementaires. Personne, sauf le député. Le député est seul maître de son recrutement, du niveau de salaire dans la limite de l'enveloppe de la destinée à payer les collaborateurs parlementaires. Il est le seul maître du contenu du travail. Il est le seul maître du lieu de travail et des horaires. Et en raison de la séparation des pouvoirs, personne n'a le droit de contrôler ce travail. La justice a le droit de contrôler qu'il y a un contrat de travail, elle a le droit de contrôler qu'il y a un travail effectif, elle n'a pas le droit de porter de jugement sur le contenu de ce travail. Et donc oui, ma fille avait tout à fait la possibilité de travailler à une base documentaire qui m'a permis d'écrire un livre qui est un livre politique, qui est un livre qui d'ailleurs pose des questions institutionnelles. Certaines avaient fait même du bruit à l'époque puisque j'avais proposé la suppression du Premier ministre et j'étais parfaitement dans mon rôle et elle dans le sien. Julien Arnaud, LCI. Vous avez dit tout à l'heure c'est une nouvelle campagne qui commence. Est-ce que du coup, après vos propos, vous vous dites je vais réussir à resserrer, à resolidariser mon camp, les Républicains, et face à tous ceux qui auraient peut-être une petite voix dissonante, on entend beaucoup de plans B, de pétitions qui sont lancées, quelles sanctions, quelles conséquences? Plan B, on a vu qu'il n'y en avait pas. Je crois qu'un de mes amis a utilisé une belle formule. Plan B, c'est plan Bérésina. Ceux qui ont réclamé que je me retire de cette compétition sont peu nombreux, en tout cas pas majoritaires. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes et des femmes qui ne m'avaient pas choisi à la primaire et qui peut-être n'ont pas totalement accepté le résultat de cette primaire. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les messages de soutien que j'ai reçus. Ce qui compte, c'est la solidité de l'électorat de droite. Et ce qui compte, c'est les hommes et les femmes qui seront autour de moi dans 1 heure pour présider le premier comité stratégique de ma campagne. Vous aurez la liste de ceux qui seront présents autour de cette table. Il y aura toutes les personnalités qui comptent dans ma famille politique. Monsieur le Premier ministre, Nathalie Saint-Cric, France 2, vous aviez demandé 15 jours, il y a quelques jours. Si vous chutez dans les sondages, au risque de faire perdre votre famille politique et de ne pas être présent au 2e tour, est-ce que vous pourriez revenir sur votre décision d'aujourd'hui? Vous savez ce que je pense des sondages. Tout le monde dit ça. Oui, mais moi je le dis avec une expérience qui est assez forte, n'est-ce pas? Puisque je vous rappelle quand même que pendant 2 ans, vous m'avez expliqué que je n'avais aucune chance de gagner la primaire. Aucune. Sondage à l'appui. Donc ce ne sont pas les sondages qui me feront changer d'avis en quoi que ce soit dans la décision que je viens de prendre. Non, madame, rien ne pourra me faire changer d'avis. Je suis candidat à l'élection présidentielle et je suis candidat pour la gagner. Monsieur le Premier ministre, Olivier Mazerolle, RTL. Les sondages, ce sont eux qui vous indiquent qu'une majorité de Français de droite sont encore derrière vous. Par conséquent, on ne peut pas tous les répudier. Mais au-delà de ça, un président de la République n'est pas élu seulement pour sa famille politique, mais pour rassembler les Français. Compte tenu de cet épisode, considérez-vous que vous êtes toujours bien placé pour pouvoir rassembler les Français et croire que ce qui vient de se produire ne laissera pas des traces dans le refus de l'application de votre programme? Oui, monsieur Mazerolle, parce que quand la vérité aura été faite, quand chacun aura vu que le procès qui m'est fait est un procès diffamatoire, un procès calomnieux, que ce procès est complètement éloigné de la réalité des faits, les Français changeront d'opinion. L'opinion des Français aujourd'hui, elle est liée à quoi? Elle est liée à des centaines d'heures ou de dizaines d'heures de plateaux de télévision où on voit des soi-disant experts qui parlent du rôle des assistants parlementaires et qui naturellement me condamnent les uns après les autres. J'ai entendu peu de voix prenant ma défense. C'est ça que vous appelez le fonctionnement normal de la démocratie. À 3 mois de l'élection présidentielle, aucun d'entre vous n'a une interrogation sur la violence de la semaine qui vient de se produire. La presse, naturellement, doit relater les événements.
La justice doit faire une enquête quand il est nécessaire qu'elle la fasse. Encore faut-il que ce soit les bonnes instances judiciaires qui soient saisies, ce qui ne semble pas être le cas. Mais lyncher, assassiner politiquement, comme finalement vous l'avez fait, pendant 10 jours, un candidat à l'élection présidentielle, je pense que ça pose un problème. Que ça pose même un problème démocratique. Et ma conviction, c'est que les Français sont tout doucement en train de s'en rendre compte. Et que vous en avez un peu trop fait, et qu'aujourd'hui, beaucoup de Français considèrent, à cause de la violence de ces attaques, à cause du manque d'équilibre dans les jugements qui ont été portés, que finalement, il faut soutenir le candidat qui porte le programme de rupture et qui est le seul à pouvoir porter les valeurs de la droite. Oui, Monsieur Fillon, bonjour. Bruno Jeudi, Paris Match. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à l'instant à propos des accusations contre le pouvoir. Depuis une semaine, vous évoquez des officines, vous avez parlé d'un coup d'État institutionnel, et là, dans une formule, vous avez accusé le pouvoir. Alors, pour aller plus loin, est-ce que vous pensez plus précisément à Jean-Pierre Jouyet, avec qui vous avez eu un contentieux il y a quelques mois, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée? Est-ce que vous pensez au garde des Sceaux, ou est-ce que vous pensez au président de la République? Et puis une deuxième question pour prendre la suite d'Elisabeth Martichoux. Vous évoquiez une émotion légitime qui monte dans le pays en début de conférence de presse. Vous avez détaillé la légalité des emplois familiaux de votre épouse et de vos enfants. Est-ce que vous avez envisagé de rembourser une partie des sommes ou l'intégralité de la somme? Certains de vos amis ont même imaginé que vous puissiez faire un geste une fois sorti de la procédure. Merci. Je crois avoir déjà répondu à cette question. Ces sommes ont été normalement gagnées par mon épouse et mes enfants qui ont travaillé. Sur la première question, je n'ai aucune réponse. Je n'en sais rien. Je n'accuse personne. Je dis simplement que les faits sont troublants. Pourquoi monter maintenant cette opération contre moi? Pourquoi il n'y a pas 3 mois, 4 mois, 6 mois? Ne me dites pas que ces informations sont apparues soudainement. On parle de faits qui ont, pour certains, plus de 20 ans, qui concernent des activités qui ont fait l'objet de contrats de travail, de paiement de charges sociales, de déclaration de revenus. Si j'y ajoute ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le parquet financier s'est saisi en 24 heures. Les premiers témoins ont été entendus en 48 heures. Et mes avocats viennent de signaler au parquet financier qu'ils n'étaient sans doute pas compétents pour se saisir de cette affaire. Ça fait beaucoup. Et si vous ajoutez les fuites que je viens d'évoquer, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui ressemble à une opération montée. Maintenant, moi, je n'ai pas d'officine à ma disposition pour mener l'enquête. Si vous avez un peu d'énergie pour le faire, je vous y invite. Oui, Monsieur Fillon, Pierre Marlet, télévision belge. Une question concernant ce que vous avez dit dans cette conférence de presse. Vous avez encore souligné que vous faites face à une forme de coup d'État institutionnel, mais en même temps, aujourd'hui, vous changez de stratégie de communication, vous présentez vos excuses aux Français. Alors ma question, c'est pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Pour la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure. Oui, j'ai pris cette accusation dans l'estomac. Oui, elle m'a déstabilisé. Oui, je ne pouvais pas m'attendre à une telle violence. Oui, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à réagir. J'ai mis du temps à mesurer que le ciel m'était tombé sur la tête. Je le reconnais. Mais maintenant, c'est fait. Maintenant, je suis debout, et donc j'ai choisi la stratégie que je viens de vous proposer, que je viens d'indiquer devant vous, que je viens d'indiquer aux Français, qui me conduit à reconnaître qu'il y a des pratiques dans la vie politique anciennes qui ne sont plus acceptables, et en même temps, à vous indiquer que je suis certainement pas parfait, mais j'ai une vie politique qui parle pour moi, et j'ai surtout un projet qui est le seul projet de redressement pour notre pays qui a été soutenu par près de 4 millions de Français. Voilà ma réponse. Monsieur Fillon, bonjour. Patricia Issa pour France 3 National. Vous avez parlé d'une tentative d'assassinat politique, mais alors d'après vous, à qui profite le crime? Allez-y, tout droit. À qui c'est très clair, le crime profite à ceux qui veulent que la droite ne soit pas présente à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous imaginez
Vous imaginez ce que représenterait l'impossibilité pour la droite d'avoir un candidat crédible à l'élection présidentielle? Laisser Madame Le Pen seule face au successeur de Monsieur Hollande, Monsieur Macron, vous pensez que c'est ça la démocratie? Voilà, c'est tout. Le crime, il profite à ceux qui ne veulent pas du programme de rupture qui est le mien. Oui, je vous en prie. Monsieur Fillon, bonjour, Laureline Dupont du journal Le Point. Vous vous dites victime d'un acharnement médiatique. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir cloué Nicolas Sarkozy au pilori en son temps en demandant si on imaginait le général de Gaulle mis en examen? Si vous faites allusion à cette phrase, je n'ai rien changé. J'ai dit que, mis en examen, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Je pense être le seul candidat à l'élection présidentielle, peut-être depuis le début de la Ve République, à avoir pris un tel engagement. Et donc, voilà. Bien sûr, cette situation me fait réfléchir. Elle me fait réfléchir au sort que certains ont subi. Mais elle ne change rien à ma détermination et à l'engagement que j'ai pris. Voilà, peut-être encore une question, parce que... Allez-y, je vous en prie, je ne sais pas. Bonjour, Jérémy Baudot, BFM TV. Ces accusations dont vous parlez, elles ont aussi mis à jour des tensions au sein de vos équipes, autour de vous, alors pas peut-être vos soutiens historiques, mais des personnes qui ont pu se rallier à vous après la primaire. Comment est-ce que vous comptez rassembler vos équipes, les parlementaires et au-delà tous les Français, la droite? C'est la raison pour laquelle ça va être la dernière question, parce que je vais maintenant aller de ce pas, diriger une réunion dans laquelle toutes les personnalités que vous évoquez seront présentes. Comment dans les coulisses ici, certains ont l'air de jouer un peu contre vous, quoi. Oui, bien sûr, peut-être. C'est la vie politique, c'est son lot. C'est d'ailleurs pas tout à fait ma façon d'agir, comme vous le savez, mais c'est pas grave. Ce qui va compter, c'est que nous allons tous nous rassembler maintenant et repartir en campagne maintenant. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce qu'il n'y a pas de plan B. Parce que si la droite et le centre veulent être présents au second tour de l'élection présidentielle, 3 mois avant l'élection, il faut maintenant faire bloc. Et c'est ce que la grande majorité des élus de ma famille politique ont compris. Enfin, et je veux terminer par là, je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le candidat d'un parti. Je suis maintenant face aux Français. Et je suis face aux Français parce que j'ai été désigné à la primaire. Et donc, je vais repartir sur les routes de France tous les jours, en métropole et en outre-mer, puisque je serai ce week-end à La Réunion, et je vais faire campagne. Et je suis convaincu que toutes ces forces qui sont avec moi vont se rassembler parce que, au fond d'elles-mêmes, et malgré les ambitions des uns et des autres, elles ont envie que la France se redresse. Merci beaucoup. Voilà pour cette conférence de presse exceptionnelle de François Fillon que vous avez pu suivre sur les chaînes parlementaires. Alors évidemment, on va revenir tout de suite en plateau pour analyser cette opération vérité, transparence. Il s'est mis à nu et il s'excuse. Philippe Moreau-Chevrolet, il présente ses excuses aux Français. Oui, c'est ça, c'est la très bonne partie, c'est les excuses. On attendait depuis un moment qu'il réalise la gravité de ce qui se passait, la gravité de ce qu'il avait fait, au fond. Il a très bien dit, et c'est ce qu'il fallait dire, qu'autrefois c'était tolérable. Il a même ajouté, je suis un vieux politique, je suis élu depuis 1981, j'ai pris de mauvaises habitudes, je vais les corriger. Il a annoncé qu'il allait aussi peut-être les corriger dans la loi, ce qui est encore mieux. Et au fond, ça c'était très bien, parce qu'on a l'impression qu'il a enfin compris ce qui se passait. Après, il y aurait une déception forcément, parce que tout Paris, entre guillemets, bruissait de est-ce qu'il va rembourser l'argent? Donc ça n'est pas arrivé. Mais au moins, il y a une prise de conscience. La campagne ne redémarrera peut-être pas aussi facilement, parce qu'il reste, on va peut-être en parler, des dossiers en suspens. Mais en tout cas, c'était le bon réflexe. Enfin, on a envie de dire. Jean-Daniel Lévy, ça a de quoi convaincre les Français. Il dit: ma base électorale, les électeurs de droite, il y a une stabilité, tout en dénonçant les sondages, ce qui est un peu contradictoire, mais avec ça, il peut rassurer sa base, ceux qui peuvent l'emmener au second tour de l'élection présidentielle. Si on s'en tient déjà au sondage, on peut voir qu'il n'y a pas d'effondrement de la part des personnes qui sont à droite sur l'échiquier politique ou de la part de ceux qui se déclarent proches de la formation politique des Républicains. Un effritement déjà, hein, et on peut le voir dans le cadre d'une enquête que nous on avait par exemple réalisée pour RMC et Atlantico, montrer qu'il y avait une personne sur deux qui était proche de la droite et du centre qui disait il faut qu'il maintienne sa candidature, et l'autre moitié qui déclarait qu'il fallait qu'il arrête. Et quand on regardait
plus précisément parmi les sympathisants des Républicains, 58% qui déclaraient qu'il faut absolument qu'il maintienne sa candidature. Donc on n'était pas forcément face à une forme d'estocade d'opinion qui était portée de la part du cœur de son électorat. C'est vrai qu'il y avait des doutes, c'est vrai qu'il y avait des interrogations, notamment parce qu'en fait son premier rapport aux Français, dans le cadre de ces mobilisations, et d'ailleurs il l'a rappelé, ça a été son honnêteté, et puis parce qu'il y a toujours eu le sentiment que François Fillon, ou en tout cas que la responsable politique, doit être en cohérence entre ce qu'il fait et ce qu'il demande aux Français de faire. Si François Fillon est identifié sur un secteur, c'est qu'il va demander aux Français de faire des efforts. Et si lui-même donne le sentiment qu'il n'en a pas fait ou que par des accommodements, il a pu faire en sorte que sa famille vive relativement confortablement, ça peut créer un trouble entre le message politique qu'il porte et la pratique qu'il peut avoir à titre personnel. Philippe Moreau-Chevrolet, c'est quand même du jamais vu. Il a dévoilé l'intégralité de son patrimoine. Il a donné la totalité de ses comptes. Il dit tout est sur la table et je demande aussi aux autres d'en faire de même maintenant. Voilà, on m'a livré au tribunal médiatique, c'est l'accusation qu'il porte. Il dit maintenant aux autres aussi d'être finalement aussi transparents que moi. Oui, c'est sans précédent. Cela dit, on assiste à une victoire de la transparence sur la politique d'une certaine façon. On voit un candidat qui est obligé de tout dire. Enfin, on pense que c'est tout parce que le problème vient justement de là, c'est qu'on ne sait pas finalement si c'est bien tout. C'est le problème de François Fillon, ça vient un peu tard. Voilà, ça vient un peu tard. Ça montre une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on est un candidat à la présidentielle, effectivement, on va être regardé dans tous les détails. Donc on ne peut plus se présenter sans avoir analysé tout, finalement, ses propres erreurs de son passé pour voir s'il y a des points sur lesquels on va être attaqué. Parce que ça vient tout de suite. Comme l'a dit une de vos journalistes, quand on veut monter au cocotier, il faut avoir le cul propre. C'est exactement ça avec la présidentielle. Si on veut monter au cocotier présidentiel, eh ben, il faut s'arranger pour vraiment rien avoir, rien à se reprocher parce que ça sort et on finit par être obligé. C'est assez humiliant pour lui. Et d'ailleurs, il a l'air atteint. Je veux dire, à la fin de la conférence de presse, il a quasiment les yeux qui brillent parce que il s'est pris, il est obligé de faire son autocritique devant les Français, je me suis trompé. Ensuite, il est obligé de déballer l'intégralité de son patrimoine, on le suppose, donc ça c'est quand même très humiliant. Et après, il est obligé de repartir en campagne en réamorçant la pompe face à des journalistes qui lui disent « mais attendez, on va quand même parler des autres affaires ». C'est pas facile, voilà. Réunir sa famille politique, Jean-Daniel Lévy, reprendre la main aussi sur l'agenda médiatique. Elle a dit « ça y est, la campagne reprend, c'est moi qui donne le ton ». Bon, il sait qu'il est crédible sur son projet, il en a fait, en tout cas c'était sa force pendant la primaire, il veut vraiment remettre ça en avant et un peu mettre les mauvais aspects de côté. Déjà reprendre la main, c'est reprendre la main sur l'agenda. On ne se doutait pas hier soir qu'il parlerait aujourd'hui à 16h sous le format d'une conférence de presse. On savait que les remontées qui lui viendraient de la part du plateau et de la part des Français à travers les députés ne seraient pas bonnes, ça a été le cas. Il reprend la main. Excusez-moi, je suis obligé de vous couper. Gérard Longuet est aux côtés de Sophie Normand-Couturier depuis le QG de François Fillon pour une première réaction. Est-ce que vous pensez, Monsieur Longuet, que cette intervention de François Fillon sera parvenue à convaincre les Français? En tous les cas, il nous a permis à nous de le comprendre. Et les Français jugeront. Ni moi ni la presse d'ailleurs ne peuvent parler en leur nom. Je crois sincèrement qu'il s'est exprimé comme quelqu'un qui a sentiment la certitude de la légalité, mais qui a découvert que cette légalité ne suffisait pas à être compris et accepté par l'opinion. Je trouve que c'est un très bel effort personnel, c'est une très belle leçon de sang-froid et de lucidité. C'est plutôt rassurant pour les épreuves qu'un président demain devra affronter. Est-ce que cela n'intervient pas un peu tôt, un peu tard, pardon? La question a été posée le 27 janvier, nous sommes le 6 février. Moi, je vais vous dire, si Mitterrand avait mis 10 jours pour dissiper pas mal d'ambiguïté, c'eût été mieux de sa part. Je crois que nous avons là un homme qui vit à l'image de son temps, le temps de la réflexion et très rapidement une réaction que chacun peut comprendre ici. Alors François Fillon a déclaré à la fin de sa déclaration que c'était là une nouvelle campagne qui s'ouvrait. Est-ce que vous pensez que la droite peut à nouveau se rassembler derrière lui? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de crédibilité? Complètement. Je pense que la campagne est désormais beaucoup plus claire. C'est accéder au deuxième tour pour donner, à partir d'un diagnostic, des solutions courageuses à notre pays. Nous étions en janvier dans une campagne
qui était encore un peu théorique, un peu lointaine. Nous sommes à 2 mois et demi de l'objectif et l'équipe de campagne va être maintenant une équipe complètement politique où chacun prendra sa place pour expliquer que le diagnostic de la France étant ce qu'il est, il faut vraiment mettre en mesure et le plus rapidement possible les solutions courageuses. La seule chose que nous savons de plus depuis 10 jours, c'est que notre candidat a du caractère et du sang-froid. C'était une opération de transparence de la part de François Fillon. Est-ce qu'on n'attendait pas un geste symbolique en ce qui concerne les sommes perçues par son épouse? Je vais vous dire, le remboursement, c'est la culpabilité. Il est dans la loi. En revanche, il a bien compris, il a bien fait comprendre, il a bien expliqué ce qu'il avait ressenti. Et pour quelqu'un qui souhaite exercer des responsabilités, avoir un homme qui ait du caractère et de l'ouverture d'esprit sur les difficultés et les compréhensions des autres, c'est plutôt bon signe. Ce n'est pas un autiste, bien au contraire. Merci beaucoup Gérard Longuet. Merci Sophie Normand-Couturier pour cette première réaction depuis le QG de François Fillon. Alors je vais vous proposer de réécouter un extrait de l'intervention de François Fillon. Il reprend la main sur l'agenda médiatique et dénonce le duel annoncé Macron-Marine Le Pen. Il les prend à partie, voulant évidemment remettre la campagne au cœur et tourner la page des affaires. On l'écoute. Manifestement, mon programme dérange le désordre établi. Il est qualifié de conservateur, alors qu'il est le seul en rupture. On parle de casse sociale, alors qu'il est le seul à pouvoir redresser la France et redonner fierté aux Français. Le vrai danger, c'est de voir confier notre avenir aux dérives d'une extrême droite, portée par cette famille d'intouchables, du domaine de Montretout, ou à l'aventure d'une politique sans programme depuis des mois, composée d'un agrégat de personnalités fascinées par un gourou issu du système qu'il dénonce aujourd'hui. Philippe Moreau-Chevrolet, un gourou, une famille, une dynastie Le Pen, le domaine de Montretout. Clairement, il dit moi j'ai tout mis sur la table. Maintenant, aux autres de montrer d'où ils viennent et ce qu'ils ont dans le de fait, c'est une vraie question parce que Marine Le Pen est quand même, elle, la tête a priori d'un patrimoine assez confortable. On sait aussi qu'il y a des livres qui sortent sur sa jeunesse et qui montrent qu'il y a des thèses, ce qui est vrai. C'était une grande bourgeoise qui faisait la fête jusqu'à 5h du matin. Elle n'a pas toujours été la mère de famille incarnée qui roule avec sa Twingo. Ça, c'est nouveau, on va dire. Donc là, il y a des vrais axes de communication pour lui. Mais surtout, il réagit à ce que Le Monde a commencé à installer au cours du week-end, qui est, peut-être qu'on a un axe et une confrontation qui va venir entre Macron et Marine Le Pen. Peut-être finalement on est dans un dépassement du système des partis, peut-être que les partis sont devenus obsolètes et que ce qui compte c'est la marque personnelle, ce qu'on appelle en Allemagne le Ich-Partei, c'est le parti je, le parti moi. Peut-être que c'est ça l'évolution et ça c'est ce que Fillon a dans hantise. Il ne veut pas voir ça s'installer. Il a raison. Jean-Daniel Lévy. De son point de vue. Il dit voilà, les aventures individuelles, la nouveauté finalement qui peut attirer aussi de nombreux électeurs. Prenez-moi, moi j'ai de l'expérience, j'ai de la solidité et j'ai un programme pour changer la France. Et pour la première fois, en tout cas depuis quelques jours, il arrive à faire en sorte qu'on ne parle pas uniquement d'ailleurs de la forme et des interrogations sur son honnêteté ou sur les conditions de rétribution de sa femme ou les montants, mais que ce soit une initiative qui soit une initiative à caractère politique pour faire en sorte que le débat puisse reprendre là où il est potentiellement le plus à l'aise, avec une droite qui est une droite qui veut sa revanche sur l'élection présidentielle de 2012, et avec une droite qui considère que d'une manière générale, François Fillon, en tout cas jusqu'à présent, apparaît comme étant, si ce n'est le meilleur, le moins mauvais des candidats, tant on peut voir qu'il n'y a pas une personne qui est susceptible de s'imposer ou qui s'impose naturellement, et même, alors même que Alain Juppé ce matin a décliné de manière extrêmement nette toute velléité de sa part de pouvoir prendre la place de François Fillon, même Alain Juppé n'apparaissait pas comme étant le candidat de substitution naturelle. Donc on est face aujourd'hui à des enjeux qui sont reposés de manière politique par François Fillon, non pas uniquement sur des aspects qui sont des aspects de morale, mais également de fond, d'orientation, et qui amènent notamment à dire à cet électorat de droite, qui est un électorat de droite qui est tenté par Marine Le Pen, notamment autour d'une interrogation concernant l'honnêteté, faites attention, si vous allez là-bas, vous voterez pour une personne qui ne correspond pas aux idéaux que vous pouvez porter aujourd'hui. Philippe Moreau-Chevrolet, il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est la Bérésina. Il dit « Je suis le seul à pouvoir représenter ma famille politique et à l'emmener
à la victoire en mai prochain. Alors c'est une expression de Thierry Solaire, hein, l'organisateur des primaires et soutien de François Fillon. Je ne sais pas si le plan B c'est la Bérésina, mais de fait ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire aux électeurs de droite, on vous vole votre vote. Vous pensiez avoir voté pour quelqu'un, ce sera pas ce quelqu'un, ça va être même le perdant, peut-être Alain Juppé. Donc ça veut dire aussi qu'on va dire aux électeurs de droite, la primaire on l'a fait pour rien, alors qu'ils ont dépensé de l'argent quand même pour voter, ils se sont déplacés pour rien. Ça tuerait beaucoup quand même le système, la politique, l'élan, le dynamique à droite. Donc c'est vrai que le plan B, quelque part, c'est l'échec de la droite. Ce sera un échec assez logique historiquement si on s'inscrit encore une fois dans cette perspective qu'a dessiné Le Monde au cours du week-end, qui est un dépassement des partis politiques. Et on aurait les deux partis de gouvernement balayés, la gauche parce que le leader n'est pas assez connu, en gros, et la droite parce qu'il est englué dans les affaires. François Fillon, il joue gros pour lui, mais il joue gros surtout pour sa famille politique, et il joue gros pour le paysage politique français dans son ensemble. Donc il a intérêt à être bon. Et surtout, on espère qu'il n'y a pas d'autres affaires cachées et qu'il va résoudre ce qui lui reste. Parce que sinon, on est dans une crise de régime. Et plus tard ça se sait, plus la crise va être grave. Donc on espère que lui, il est vraiment responsable et présidentiel, comme vient de le dire Monsieur Longuet, parce que sinon, on a un vrai problème. Au-delà de la personne de François Fillon. François Fillon, dans sa conférence de presse, s'est excusé, mais il a aussi montré une détermination sans faille. Je vous propose de le réécouter. Vous savez ce que je pense des sondages. Tout le monde dit ça. Oui, mais moi je le dis avec une expérience qui est assez forte, n'est-ce pas? Puisque je vous rappelle quand même que pendant 2 ans, vous m'avez expliqué que je n'avais aucune chance de gagner la primaire. Aucune. Sondage à l'appui. Donc ce ne sont pas les sondages qui me feront changer d'avis en quoi que ce soit dans la décision que je viens de prendre. Non, madame. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat pour la gagner. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Voilà les mots de François Fillon. Jean-Daniel Lévy. Cette détermination, cette force de caractère, ça peut être un atout finalement, dire voilà, j'ai fauté, j'ai reconnu ma faute, je reviens, remettons, j'ai tout mis sur la table, maintenant on repart de zéro. Mais ça marche en général par étapes. Et on peut penser que la conférence de presse, ça avait non seulement la vocation de convaincre directement les Français, mais également 2 autres types de publics, qui sont d'un côté les journalistes et de l'autre les élus et les élus de proximité. Les journalistes dont on voit aujourd'hui effectivement que le tableau qu'ils dressent est un tableau qui ne souffre pas de nuances, où on peut voir depuis 10 jours que tous les faits qui sont portés sont des faits à charge et pas forcément des faits en défense ou en nuance par rapport à ce qui a pu être porté par François Fillon. Donc dans ce contexte-là, peut-être déjà être de nature à desserrer un peu l'étau auprès de ceux qui sont censés être les relais. Et puis le deuxième aspect, auprès des responsables politiques, tant et si bien qu'on a pu voir au cours de la période récente qu'il y avait des doutes, qui ont été exprimés publiquement, des doutes qui ont été indiqués un peu sous le manteau ou de manière un peu mezzo voce, et donc dans ce contexte-là, faire en sorte que cette ténacité et que la manière à travers non seulement le fond, mais également la forme, qui à certains égards rappelle le timbre de voix qu'il a pu utiliser au cours de la primaire, soit la nature à rassurer les différents auditoires. Justement, ces soutiens, on va aller tout de suite en salle des conférences du Sénat, rejoindre Saveria Rojek, qui est aux côtés de Philippe Dominati, sénateur Les Républicains. Bonjour Philippe Dominati. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On a donc tous écouté François Fillon. J'ai envie de vous demander d'abord, est-ce qu'il a réussi, selon vous, à dissiper tous les doutes ? Je crois qu'il a été très transparent. Il a mis beaucoup de choses sur la table. Des informations nouvelles, d'abord sur ce qui lui est reproché, ou ce que l'on reproche, je dirais, à cette affaire. Et des éléments nouveaux en termes de chiffres. Je trouve que le dimensionnement des chiffres qui choquait un certain nombre de personnes a été clarifié. C'est une très bonne chose. Deuxièmement, il a essayé de recentrer sur le plan politique l'objectif essentiel, c'est-à-dire la mobilisation d'un électorat de droite pour participer à cette élection présidentielle et sur les vrais sujets, et essayer d'arrêter de détourner l'attention de l'opinion publique, je dirais, sur cette affaire personnelle. Très bien, mais quand il dit qu'il n'a rien à cacher, plus rien à cacher, on a quand même du mal à le croire après toutes ces révélations en cascade depuis 15 jours. Pourquoi ? Il y a beaucoup de révélations en cascade et on s'aperçoit que finalement elles ne correspondent pas à la réalité de l'affaire. Alors effectivement, il est temps de comprendre la réalité de l'affaire. Il est évident que si ces explications avaient été portées plus tôt,
peut-être qu'on n'en serait pas là et qu'on serait déjà passé à autre chose. Donc selon vous, est-ce qu'il reste le meilleur candidat pour la droite, pour votre camp, mais surtout pour l'état d'après, pour rassembler tous les Français ? Je crois que d'abord, il est le meilleur candidat de la droite. D'abord, il a été désigné très largement et avec des écarts significatifs par tout un électorat qui se reconnaissent à la droite et au centre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a vu un homme déterminé comme rarement on l'imagine venant de sa part, lui qui est souvent réservé sur un certain nombre de sujets. Il est très déterminé et très combatif et c'est ce qui m'a plu. Très bien. Une dernière question très rapidement. Sur le terrain ce week-end, que vous ont dit vos électeurs? Quel est le sentiment? Il y a un trouble, incontestablement, il y avait un trouble. Je pense que ces explications vont permettre de dissiper le trouble. Peut-être faudra-t-il encore d'autres explications. Et sur ce plan-là, je pense qu'effectivement, la reconquête de l'opinion est engagée. Très bien, merci beaucoup. Merci Philippe Dominati d'avoir répondu à nos questions. Merci Saveria. Et on part tout de suite à l'Assemblée nationale, retrouver Ludovic Faux qui est avec Georges Fenech. Oui, le député Les Républicains, Georges Fenech, vous avez fait partie des premiers à exprimer des doutes la semaine dernière sur la capacité de François Fillon à pouvoir être candidat jusqu'au bout. Vous avez écouté sa conférence de presse, est-ce qu'il vous a convaincu? L'important, c'est que ce soit les Français qui soient convaincus. Il a dit sa vérité, il a présenté des excuses, c'est important, par rapport à des pratiques anciennes, qu'aujourd'hui il veut évidemment mettre un terme. La question est de savoir, est-ce que nous allons pouvoir regagner la confiance des Français? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons tous rassemblés, puisque sa décision est prise. Elle ne l'était pas vraiment la semaine dernière quand il nous avait demandé de tenir encore 15 jours. Sa décision est prise. Il ira jusqu'au bout de cette élection. Donc nous n'avons pas d'autre choix, quoi qu'on en pense, de soutenir sa candidature. Et je le ferai au même titre que les autres. Mais j'espère m'être trompé, parce que la difficulté que nous allons rencontrer, c'est le télescopage entre le calendrier judiciaire et la campagne électorale. Est-ce que ça ne va pas rendre inaudible sur le terrain la défense d'un projet présidentiel? Encore une fois, j'espère m'être trompé. Maintenant, on verra les Français qui jugeront, mais nous sommes maintenant sur le même navire. Il faut se souder et il faut être derrière notre candidat, quoi qu'on en pense, même si on peut avoir des doutes sur la manière dont la campagne pourrait être menée. Ça veut dire que vous renoncez à l'appel que vous deviez publier et qui devait appeler en substance au retrait de François Fillon? Je crois que la responsabilité de chaque élu, et notamment parlementaire aujourd'hui, c'est d'appeler au rassemblement. Donc tant que François Fillon n'avait pas donné ce cap, j'avais essayé de porter l'idée d'un sursaut et qu'on puisse tous ensemble se réunir. Aujourd'hui, il nous a dit non. Il n'y a aucune autre autorité qui pourrait me faire changer d'avis. Dont acte, je respecte totalement cette décision. Encore une fois, il faut que nous fassions cette campagne. Et nous allons la faire. Avec cette épée de Damoclès sur la tête, d'éventuels développements judiciaires qui pourraient contrarier à nouveau notre campagne. Mais bon, nous allons traverser les tempêtes s'il le faut, et nous allons tenter de convaincre les Français que nous avons le candidat pour le projet. Vous avez le sentiment que François Fillon prend un peu son camp en otage finalement en disant de toute façon c'est moi ou le chaos? C'est-à-dire que sans lui, il l'a bien dit, effectivement, il n'y a pas d'autre solution. C'est sa décision qu'il doit assumer évidemment devant tout le pays, pas uniquement devant notre famille politique. Moi, je souhaite vraiment que la famille politique soit entièrement rassemblée. Et encore une fois, j'espère m'être trompé et que cette campagne puisse enfin se dérouler. Merci Georges Fenech, on a bien compris votre décision de prendre acte finalement de la volonté de François Fillon d'être candidat jusqu'au bout. Merci Ludovic Faux, et on continue ce tour des réactions en rejoignant Sophie Normand-Couturier au QG de François Fillon avec la sénatrice Caroline Cayeux. Oui, Caroline Cayeux qui est à mes côtés. Madame la sénatrice, est-ce que vous pensez que c'était important que François Fillon présente ses excuses aux Français ? Je crois qu'en effet, après cette semaine de lynchage médiatique, c'était important qu'il réagisse et qu'il joue carte sur table en présentant exactement ce qu'il avait à dire aux Français. Mais je pense que le plus important, c'est ce qu'il a dit en disant qu'il relançait la campagne. Et je crois que c'est ça que les Français attendent. J'étais moi-même sur le terrain jeudi soir à Charleville-Mézières, samedi dans ma ville de Beauvais. Et je peux vous dire que les Français en ont marre de ce qui se passe. Ils veulent qu'on leur explique le projet. Ils veulent
qu'on leur parle du chômage, comment François Fillon va redresser le pays, comment il va apporter des solutions pour la santé, pour ces 2 millions de jeunes qui ne sont pas au travail, qui ne sont pas en formation. Et je pense que maintenant, c'est ça la nouvelle étape. Il nous reste 76 ou 77 jours. C'est important de retourner sur le terrain. Alors, on a le sentiment d'avoir assisté à une opération de transparence. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas arrivée plus tôt ? Écoutez, je crois que vous l'avez compris, il vous a dit lui-même sa sidération pendant quelques jours. Et c'est vrai que nous avons tous été un peu abasourdis de ce qui se passait, parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a simplement fait remarquer que son épouse et ses enfants avaient travaillé en confiance avec lui, député, puis sénateur, et finalement, ce n'est vraiment pas le seul. En France, je peux vous dire, j'ai nombre de collègues qui travaillent comme ça parce que les parlementaires ont besoin d'une personne de confiance dans leur circonscription. Et c'est la raison pour laquelle il a été un peu abasourdi de cette tempête médiatique. La confiance est rétablie à droite ? La confiance, elle n'a jamais été perdue à droite. Je peux vous dire que sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup d'élus et ils ont envie que ça cesse. Ils font confiance à François Fillon. Ils ont bien compris qu'en fait, il y avait un acharnement parce que son projet dérange les systèmes, parce que c'est un projet de rupture, parce que les solutions qu'il propose n'ont sans doute pas été proposées depuis une trentaine d'années, qu'il est allé les construire sur le terrain depuis 3-4 ans. Je l'ai fait, j'ai participé à des comités comme beaucoup d'autres élus et de la société civile, et c'est ça qui fait la force de son projet. Sur le terrain, les élus, justement, font état de beaucoup de critiques de la part des Français. Est-ce que vous pensez qu'après cette déclaration de François Fillon, ils peuvent à nouveau soutenir ce candidat de la droite ? Mais je ne doute pas un instant que nous serons rassemblés. Demain, François Fillon reçoit les parlementaires et nous ferons front parce qu'on ne veut pas se faire voler la victoire. Cette campagne, il faut la faire et nous n'imaginons pas une seule seconde ne pas être au second tour de la présidentielle. Merci beaucoup, madame. Merci Sophie Normand-Couturier. Et nous repartons immédiatement à l'Assemblée nationale pour retrouver Ludovic Faux aux côtés d'Olivier Faure, le patron des députés socialistes. Faure, vous avez écouté François Fillon. Alors je ne vous demande pas s'il vous a convaincu, mais est-ce que vous pensez qu'après cette conférence de presse, la campagne présidentielle va pouvoir redémarrer de façon plus saine ? Mais je ne sais pas ce que vous appelez redémarrer de manière plus saine. Moi, je considère que quand la presse fait son travail et qu'elle cherche à vérifier les déclarations d'un candidat qui s'est paré de toutes les vertus, elle fait son travail. Et donc, pour moi, il n'y avait pas d'ignominie à rechercher derrière le travail que font des journalistes qui sont indépendants, libres et qui doivent continuer à le faire. Monsieur Fillon se pose en victime, ce qui est une défense assez classique de la part de ceux qui n'ont plus rien à dire. Et je vois que dans cette conférence de presse, comme dans les précédentes, les imprécisions sont nombreuses et les excuses qu'il semble se voir arracher sont bien peu par rapport au flou qui continue à entourer ces déclarations. Je prends juste un exemple qui parlera au micro de Public Sénat. C'est-à-dire que sur la question des chèques, des rétrocessions, qui sont des rétrocessions faites sur l'enveloppe qui n'aurait jamais dû servir à autre chose qu'à rémunérer des assistants parlementaires, que M. Fillon ait vraisemblablement reçu 25 000 €. Il essaie d'un revers de la main en disant que ce sont des pratiques anciennes. Bon, c'est pas éthique, mais enfin, visiblement, ça ne l'a jamais dérangé. Alors qu'il explique dans la même conférence de presse que jamais, au grand jamais, il n'a commis de crime contre la légalité. En l'occurrence, c'était illégal, c'était absolument connu de tous, et en réalité, c'était le groupe UMP qui seul pratiquait ce type de rétrocession. Et donc, on voit bien que il est dans une situation où il prend en otage son propre camp et il demande aux Français de lui signer un chèque en blanc. Vous avez le sentiment aussi qu'il prend la campagne présidentielle en otage ? D'une certaine façon, oui, puisque en réalité, il explique qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'il continuera jusqu'au bout, que son camp n'a pas d'autre choix que de continuer à le soutenir, car si elle ne le soutenait pas, elle serait privée d'un candidat pour l'élection présidentielle. Et donc, on voit bien qu'il a enfermé son propre camp dans un étau et qu'il va désormais continuer à faire campagne, à tenter de faire campagne, à tenter d'être audible. Et en même temps, effectivement, ça laissera planer sur cette présidentielle une odeur, non pas de soufre, mais une odeur d'insincérité qui va peser forcément lourdement sur le climat général. Merci Olivier Faure. Pas convaincu, on l'a bien compris, par l'argumentation de François Fillon. Merci Ludovic Faux, depuis la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Alors, François Fillon a reconnu ses erreurs, mais il a également dénoncé
un lynchage médiatique. On écoute François Fillon lors de cette conférence de presse. À 3 mois de l'élection présidentielle, aucun d'entre vous n'a une interrogation sur la violence de la semaine qui vient de se produire. La presse, naturellement, doit relater les événements. La justice doit faire une enquête quand il est nécessaire qu'elle la fasse. Encore faut-il que ce soit les bonnes instances judiciaires qui soient saisies, ce qui ne semble pas être le cas. Mais lyncher, assassiner politiquement, comme finalement vous l'avez fait, pendant 10 jours, un candidat à l'élection présidentielle, je pense que ça pose un problème. Que ça pose même un problème démocratique. Philippe Moreau-Chevrolet, il se pose comme la victime de la presse, de la justice aussi, qui n'aurait peut-être pas été saisie dans les normes, clairement. Il dit « j'ai profité d'un système, mais maintenant, le système en général me lynche ». Oui, c'est classique en fait. Quand on est pris dans ce type d'affaires, c'est ce qu'on appelle la lessiveuse, c'est-à-dire que vous en sortez épuisé, vous en sortez avec énormément de coups et votre réputation en général est détruite. Lui, il a une chance, c'est qu'il est en campagne, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer à autre chose, on va rester sur lui, les feux de la rampe vont rester sur lui. Il a le temps de s'expliquer, il a le temps de reconstruire et peut-être de repartir sur autre chose. En réalité, il a de la chance, parce que ce type de séquence médiatique, c'est devenu catastrophique pour les élus. Ils ont très peu de chances de s'en sortir. Après, jouer aux candidats anti-système, tous les candidats de cette élection présidentielle sont anti-système. Il n'y a plus de système. Moi, si j'étais le système, j'arrêterais, parce qu'il n'y a plus de candidats pour lui, ils sont tous anti-système. Lui, il essaie de nous plaider le rebelle, en fait, celui qu'on veut éliminer du jeu démocratique. C'est pas vraiment crédible, parce que c'est un peu comme si Hugh Hefner, le PDG de Playboy, venait nous prôner la vertu ou la chasteté. On n'y croirait pas. Il est quand même père de 5 enfants, si je ne me trompe pas, catholique, ancien Premier ministre, député depuis 1980. Il n'y a pas plus système que François Fillon. Il ne va pas nous faire croire que le système cherche aujourd'hui à l'éliminer parce que ses mesures sont trop rebelles. La réalité, c'est qu'il a fait une bêtise. Là, il vient de s'excuser, c'est bien. Les Français auraient peut-être attendu qu'il rembourse en plus du reste. Peut-être que ça va arrêter la machine. En tout cas, il faut l'espérer parce que personne n'en sort grandi de cette situation. Jean-Daniel Lévy, il faut être anti-système pour être candidat à l'élection présidentielle maintenant. Et anti-sondeur aussi. Anti-sondeur, mais ça c'est une constante en fait, qu'on peut avoir de manière assez fréquente, même s'il peut y avoir des formes d'injonction contradictoires. On peut être critique à l'égard des sondeurs, en même temps se référer aux sondages lorsqu'ils vont plutôt dans le sens de ce qu'on peut être de nature à défendre. On sait qu'aujourd'hui, il y a, pour faire vite, une interrogation ou un doute, une crispation à l'égard de ceux qui sont en haut. Alors après, est-ce que c'est le système ou pas, on peut en discuter, mais ça peut être les journalistes, ça peut être les politiques, ça peut être les sondeurs, ça peut être les experts de toutes sortes que ce soit, qui d'une manière générale donnent le sentiment d'être un peu coupés de la réalité, de vivre dans leur propre monde, voire même parfois de s'entretenir les uns les autres au détriment de l'ensemble de la population française. Alors on peut clamer le fait qu'on est anti-système, on peut l'incarner, on peut d'une manière générale en être le destinataire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir aujourd'hui que la personnalité politique qui profite le plus justement de cette forme de critique à l'égard du système, c'est Marine Le Pen. Et que face aux élus, d'une manière générale, il y a un regard assez critique à son égard. Et que quand bien même le Front National serait présent dans les institutions, quand même qu'il s'agirait d'une formation politique qui parfois, et même plus que les autres formations politiques, est mise en cause, voire condamnée par la justice, il donne le sentiment de ne pas être complètement, entre guillemets, dans le système à proprement parler. La critique aujourd'hui des Français est plus à l'égard de ceux qui sont en dehors de la vie quotidienne des Français, plus qu'en dehors d'un système qui n'est pas clairement identifié en tant que tel. Et c'est vrai que dès qu'on donne le sentiment d'être dans une forme d'entre-soi, on pâtit d'un point de vue d'opinion, et c'est probablement ce qu'a voulu exprimer François Fillon en disant qu'il était anti-système, ou en tout cas contre le système. Philippe Moreau-Chevrolet, François Fillon a dit « Je vais retourner sur le terrain ». La campagne de terrain, elle va quand même pas être facile dans ces conditions. Il risque d'être interpellé, un peu à la manière de Manuel Valls, à qui on envoyé sur les déplacements le 49-3 et on va dire son style autoritaire. Oui, ça a déjà commencé d'ailleurs, parce qu'il y a déjà eu un déplacement où il s'est fait interpeller sur ces questions-là. Ça va arriver, ça va. De toute façon, il aurait été attaqué. Voilà. La campagne sur le terrain va être difficile pour tous les candidats. Le seul qu'on attaque moins, c'est Emmanuel Macron. On l'attaque un peu quand même sur le fait qu'il a été ministre de Hollande. Mais en dehors de ça, tout le monde va être attaqué, y compris le Front National, bien sûr. Donc aujourd'hui, on gifle les politiques en public. On gifle un ancien Premier ministre en public. On n'a pas d'hésitation, finalement, à s'en prendre quasiment physiquement aux politiques. La réalité, c'est que la situation s'est tellement dégradée dans le pays, il y a un tel sentiment de coupure entre les élites et le peuple que
finalement, quand la rencontre se fait, elle se fait trop tard, pas bien, et il faudrait travailler là-dessus, mais en dehors des campagnes. Jean-Daniel Lévy, François Fillon, renouer le lien avec les Français, aller sur le terrain. Il a cette image de proximité, François Fillon ? Pas du tout. Pas du tout. Il a tout un tas de traits d'image, mais pas le sentiment ni de proximité, ni d'empathie, ni même en fait de capacité à pouvoir être dans une forme de lien intime avec les Français ou de bien comprendre leurs préoccupations dans le cadre de leur quotidien. En même temps, voilà, il y a des cases à cocher en tant que telles, et cette case-là apparaît comme étant absolument essentielle. Montrer qu'on est au contact des Français, montrer qu'on est en échange avec eux, montrer qu'on est dans une forme d'interaction, montrer qu'on est à l'aise avec eux, tant et si bien que ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui ont moins montré que les autres, ont vraiment rencontré ce type de difficultés. En 1995, un des responsables politiques qui apparaissait comme étant le mieux placé, en tout cas en début de campagne, c'était Édouard Balladur, et notamment, mais pas uniquement, le fait qu'il n'était pas à l'aise au cœur des Français lui a véritablement posé problème en tant que tel. On a pu voir également que Lionel Jospin, qui n'était pas le plus à l'aise dans ce cadre de confrontation directe avec les Français, n'avait pas pu passer la barre au premier tour. Donc ça apparaît comme étant une forme d'impératif. Et pour revenir sur ce que vous indiquiez tout à l'heure, justement pour ne pas montrer qu'on est un candidat du système, pour ne pas montrer qu'on est en dehors et qu'on a besoin aujourd'hui d'être face à des responsables politiques, pas forcément qui vivent comme la majorité des Français parce qu'ils savent bien que ce n'est pas le cas. Pas forcément d'être face à des responsables politiques qui vivent comme les Français parce qu'ils savent bien que ce n'est pas le cas, mais d'être face à des responsables politiques qui disent au moins on vient directement au cœur de ce que sont les Français pour pouvoir interagir et qu'ils puissent au moins nous faire remonter leurs propres préoccupations. On doute de la capacité des responsables politiques à pouvoir obtenir satisfaction, à pouvoir atteindre leurs objectifs, mais on a déjà envie d'avoir des responsables politiques qui sont dans cette capacité à pouvoir décrire le réel et décrire le quotidien des Français. On parle des responsables politiques. On va aller écouter Éric Ciotti pour une réaction qui a été enregistrée il y a quelques instants. L'exercice inédit auquel s'est livré François Fillon cet après-midi était nécessaire, était utile, était attendu. C'est un exercice de transparence, c'est un exercice de vérité. Et c'était à ce stade de cette campagne, au moment où une nouvelle étape telle que l'a annoncé François Fillon s'ouvre, c'était indispensable. Oui, je crois que l'exercice, en tout cas aujourd'hui, était plus qu'utile, il était nécessaire. Il dit qu'aucune instance ne peut lui enlever son investiture par 4 millions de Français. Il restera votre candidat jusqu'au bout, c'est ce qu'il dit. La candidature à une élection présidentielle, c'est d'abord une relation privilégiée entre un homme, un candidat et le pays. Ce lien, cette légitimité, il la puise dans le succès dans l'élection, lors de la primaire. Et aujourd'hui, c'est à lui, et il l'a fait cet après-midi, de fixer, d'incarner ce cap. Il n'y a que lui qui peut le faire. Merci. Voilà, Philippe Moreau-Chevrolet, il n'y a que lui qui peut le faire. L'exercice général, pour vous, il est réussi aujourd'hui ? Oui, c'est réussi, oui, c'est bien. Le fait de faire en conférence de presse, c'est discutable. Il aurait peut-être mieux valu, pour le coup, aller aux 20h, comme c'était prévu d'ailleurs, aux 20h de TF1, pour formuler des excuses. Mais comme il voulait absolument tout détailler, tout donner de ses rémunérations, etc., il a choisi la conférence de presse parce qu'il pensait qu'il avait davantage de temps, aussi pour répondre aux questions de la presse dans son ensemble. Ces excuses-là vont porter, à mon avis, oui. Tout dépend de la suite. Soit on a encore des affaires et des révélations, et là, j'ai envie de dire, c'est fini pour lui, et on va dans une crise grave. Soit il sait, lui, peut-être, que ça va s'arrêter, et dans ce cas, on peut estimer qu'il s'en sort plutôt pas mal. Il faut voir comment, là pour le coup, ce sont des amis sondeurs qui vont nous le dire, qu'on n'aime pas mais qu'on adore quand même, en France, pour savoir si l'opinion va bouger ou pas. Comme le cœur de l'électorat de droite n'a pas encore été touché, il est possible qu'ils viennent de se sauver, oui, c'est une possibilité. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que le fait de faire une conférence de presse à 16h, ça permet non seulement de faire en sorte qu'on en parle à l'heure actuelle, et que tous les journaux de 20h soient amenés à pouvoir reprendre quelques extraits qui soient des extraits principaux, et également de montrer, et à mon avis c'est pour lui l'essentiel, qu'il n'y a plus vraiment de voix dissonantes au sein des Républicains, et que ceux qui parlaient mezzo voce soient amenés à prendre la parole publiquement et qu'on n'entende plus forcément d'orientation, qu'il soit des orientations. Il arrive à redonner le sentiment d'une dynamique en tant que telle.
Et on sait que cet aspect dynamique est absolument essentiel dans la construction de l'opinion en tant que telle. Quand on voit qu'on est en campagne électorale et que pour autant tout le monde ne suit pas véritablement, ça suscite une écoute qui est une écoute un peu moins importante, et je serais tenté de dire encore plus à droite qu'à gauche, où on est habitué à avoir une forme d'ordre et en tout cas un culte du chef qui est encore plus important que ce qui peut exister parmi les autres responsables des formations politiques. Donc ces électeurs de la droite et du centre disent: on ne va pas forcément toujours le croire, mais au moins ce que l'on veut, c'est qu'il puisse y avoir une campagne qui puisse se mener avec un dirigeant, un leader et des responsables politiques qui soient derrière lui pour pouvoir l'appuyer et éventuellement le défendre en cas de difficulté. Ce que dit Jean Daniel sur les 20 heures est tout à fait juste. Et en plus, ce qui est essentiel, c'est qu'il cherche à gagner du temps, François Fillon. Ça fait une semaine qu'il nous dit attendez 15 jours en gros. Et là, il a gagné du temps. C'est vrai que je ne vois pas un leader de droite sur cette base-là, où il a quand même fait des excuses publiques, le pilonner, le lâcher maintenant. Donc il a au moins gagné un peu de respiration. Tout dépend du canard enchaîné qui arrive mardi soir dans les rédactions et mercredi dans les kiosques. Voilà, tout dépend de Mediapart. On sait que Le Monde a fait des révélations ce week-end. Voilà, le problème, c'est qu'il a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Merci, messieurs, d'avoir analysé cette conférence de presse. C'est la fin de cette édition spéciale des chaînes parlementaires. On se retrouve tout de suite sur Public Sénat pour Sénat 360 qui reviendra sur cette conférence de presse et sur le reste de l'actualité.